Bonjour à tous. Je suis Léa Coste, voici Martin Rébillet. Nous sommes donc respectivement doctorantes et post-doctorants au Centre de biologie intégrative. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la restitution d'un questionnaire qu'on a fait passer dans une dizaine de labos, vous l'avez peut-être vu, sur la perception du futur de la recherche dans le contexte du changement climatique. Et donc c'est la vision plutôt de la jeune génération de chercheurs. Donc on a eu à peu près 200 réponses dans plusieurs domaines de recherche, donc beaucoup en biologie, en physique, en astrophysique, en archéologie, en géosciences, en informatique, en sciences de l'ingénieur, en chimie et un petit peu de mathématiciens et voilà. Et après c'est mix. Et donc, l'objectif, c'était plutôt d'avoir les opinions des jeunes chercheurs. Donc, on a beaucoup de doctorants, d'étudiants en master, de post-doctorants qui ont répondu, mais aussi après des jeunes chefs d'équipe, des jeunes chercheurs, enfin, on a découpé, des jeunes ITA et des ITA, des chercheurs et des chefs d'équipe. On a ouvert parce qu'il y avait des chercheurs qui voulaient répondre et qui biaisaient un petit peu notre étude. Donc, première question, est-ce que le changement climatique est important dans votre vie? Donc là, la grande majorité des gens, donc 70% à peu près, pour qui ça a une place très importante, 30% une place secondaire, et les quelques restants pourcents y accordent peu d'importance. Et maintenant, est-ce que ça influence le désir de faire de la recherche? Donc à 50%, non. Alors, je n'ai pas mentionné qu'en fait, il y avait deux types de questions dans ce questionnaire. Donc, des questions à réponse à cocher et des questions à réponse libre, où là, les gens pouvaient plus donner leur avis. Donc, pour les avis qui ont été donnés, ça n'influence pas forcément leur envie de faire de la recherche, mais leur manière de faire de la recherche. En fait, il y avait très peu de gens qui ont dit qu'ils voulaient arrêter la recherche à cause du changement climatique. Maintenant, 25% pour qui sont motivés pour faire de la recherche par rapport à ce sujet-là et qui essayent d'adapter en changeant de domaine, même d'ailleurs parfois. Et 25% pour qui sont négativement influencés. Et donc là, c'est plus des thématiques où soit ils se demandent si ça a vraiment un impact, si c'est vraiment utile, ou voir est-ce que ça ne serait pas plus néfaste en fait finalement pour l'environnement. Donc pour commencer, en fait on a voulu savoir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissaient face justement à cette crise environnementale dans leur vie personnelle. Et donc on leur a demandé déjà s'ils pensaient que les initiatives individuelles avait un impact dans justement la réduction de la crise environnementale, enfin pour agir contre la crise environnementale. Et ce qu'on a pu observer, c'est que donc à peu près un tiers pense que les actions individuelles sont importantes et sont un levier pour agir contre la crise environnementale. Un tiers aussi pense que c'est plutôt les initiatives individuelles vont avoir un impact plutôt moyen et un tiers un impact plutôt faible. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on leur a demandé si justement des initiatives individuelles prises par des personnes de leur entourage avaient une influence sur eux. Là, on peut voir qu'on a quand même plus de 75% qui pensent que les initiatives individuelles prises par leur entourage vont les influencer. Et à plus de 80% vont les influencer positivement pour changer leur comportement. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que justement, les initiatives individuelles, même si leur impact, en fait, disons, sur la réduction d'une empreinte carbone, par exemple, sont peut-être parfois minimes à l'échelle globale, en fait, elles vont influencer positivement des changements de comportement des personnes autour d'eux, etc. Donc ça, c'est un phénomène plutôt intéressant. Ensuite, donc on leur a demandé justement s'ils avaient changé de comportement pour réduire leur impact sur l'environnement.
Et donc là, on peut voir que l'immense majorité des répondants à ce questionnaire ont effectivement changé de comportement, d'un oui franc ou peut-être un peu plus modérément. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que si on leur demande s'ils ont vécu ces adaptations, ces changements de comportement comme un sacrifice, la plupart nous répondent quand même que non. Et dans les différents comportements qu'ils ont changés, donc ce qu'ils pointent en priorité, c'est surtout des habitudes en fait de consommation. Donc que ce soit alimentaire avec la réduction de la consommation de viande ou l'arrêt, des habitudes de voyage avec l'arrêt notamment de prendre l'avion, etc. Et du coup, là encore, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des répondants, du coup, ont changé de comportement en faveur de la transition environnementale et ne ressentent pas ça comme un fardeau. Par contre, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que ces changements de comportement individuels dans leur vie personnelle ne sont pas forcément reproduits dans le contexte professionnel. Si on prend par exemple l'exemple de l'avion, on a eu pas mal de répondants qui nous disaient que pour leur vie personnelle, pour leur voyage personnel, ils arrêtaient de prendre l'avion. Mais par contre, pour continuer d'aller en conférence, etc., par exemple, l'avion continuait d'être pris dans le cadre professionnel. Donc, cette fois, pour changer et ouvrir un petit peu, donc on a voulu savoir comment est-ce que les répondants à ce questionnaire pensaient de l'activité de recherche et de son impact sur l'environnement. Est-ce qu'ils pensaient que ça avait un impact négatif? Et là, ce qu'on observe, c'est un résultat au sondage qui est assez contrasté, avec quand même 20% qui pensent que ça a un impact élevé, mais aussi 20% qui pensent que ça a un impact faible. Donc ce qu'on a conclu en fait de ces réponses, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de consensus justement sur l'impact de la recherche sur le changement climatique, ou que du moins il est peut-être pas assez bien communiqué et du coup pas assez connu des gens qui font eux-mêmes de la recherche. Et donc les différents impacts négatifs de la recherche sur l'environnement qui ont été mentionnés, ça va être évidemment donc les déplacements pour les conférences, ça va être la consommation de plastique, ça va être le stockage de données informatiques, voilà, et plein d'autres petites choses comme ça. Mais effectivement, la majorité des répondants pensent que la recherche reste malgré tout un levier positif pour la transition environnementale. Et lorsqu'on leur demande en fait pourquoi est-ce que, d'après eux, pour quelles raisons effectivement ça reste un levier positif, eh ben ça va être effectivement comme l'ont mentionné les personnes avant nous, ça va être effectivement cette activité de diffusion de connaissances, d'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi notamment disons oui, enfin voilà, pardon. Excuse-moi. Alors, connaissez-vous Labo 1.5 ? Donc, Labo 1.5 est un collectif de membres du monde académique de toutes disciplines et sur tout le territoire, partageant un objectif commun, mieux comprendre et réduire l'impact des activités de recherche scientifique sur l'environnement, en particulier sur le climat. Donc, on l'a mentionné puisque, comme vous pouvez le voir, 40% des répondants ne connaissaient pas Labo 1.5. Et 23% n'y participent pas, 10% y participent rarement, et ceux qui y participent beaucoup, ça doit représenter à peu près 25%. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Pour autant, il y a quand même une volonté de changer les pratiques dans les laboratoires toulousains. Donc, le premier diagramme, on a demandé aux personnes, est-ce que vous avez envie d'être moteur vraiment dans une évolution des pratiques? Alors, 30% disent oui, 15% disent non,
Et il y a quand même quasiment 50% qui disent oui, enfin moyen, si on me le demande. Donc mon interprétation personnelle de ce diagramme, c'est que les gens ne vont pas forcément se montrer volontaires, mais ils ne vont pas être opposés si on leur demande personnellement de faire quelque chose. Voilà. Maintenant, pour le diagramme en suivant, on a quand même entre 30 plus 65, on a quand même 95% des gens qui ont envie de changer leur pratique de laboratoire. Donc quand même une volonté forte. Et enfin, donc on a mis ce diagramme par rapport aussi aux discussions sur la journée. Il y a 85% des gens qui sont plutôt en faveur de limiter l'investissement technologique. Et donc là, c'est vrai que dans les réponses un petit peu qui étaient données, c'est ce qui revient beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de techniques et de matériel qui est sous-utilisé et qu'il serait plus intéressant de partager, de mettre en commun à l'intérieur d'un même laboratoire ou entre plusieurs laboratoires, plutôt que chacun achète le sien. Voilà. Ensuite, vu qu'on a malgré tout eu des... Enfin, malgré tout, non. C'est effectivement une bonne chose. Vu qu'on a eu des réponses en fait de chercheurs et PI qui étaient établis depuis plus longtemps, on a aussi en fait posé la question du design des projets de recherche et on leur a demandé s'ils prenaient en compte en fait l'impact environnemental de leur projet, que ce soit l'impact environnemental des résultats attendus ou la manière dont on va obtenir ces résultats. Donc on leur a demandé s'ils prenaient ceci en compte au regard de leur impact environnemental. Et donc là, ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, les PI et les chercheurs établis depuis plus de 5 ans, en fait, prennent à presque 75%, vont prendre en compte en fait l'impact environnemental dans le design de leur projet de recherche. Et au contraire, lorsqu'on regarde donc les jeunes chercheurs et les jeunes PI, donc ceux qui sont en poste depuis moins de 5 ans, on observe que c'est, et quand on regarde aussi pour les postdocs, on observe que c'est plutôt que seulement 50% des répondants qui vont prendre en fait en compte l'impact environnemental de leur recherche dans le design de leur projet de recherche en fait. Ce qui sous-entend qu'en fait, lorsqu'on est établi, lorsque l'on a un poste fixe et qu'on peut voir venir et qu'on est potentiellement moins soumis à la compétition, on a peut-être plus de chances enfin, on est peut-être plus avantagé pour justement prendre des risques et être plus proactif en fait dans la prise en compte de l'impact environnemental des projets de recherche. Et pourtant, lorsqu'on demande du coup cette fois-ci plus aux doctorants, aux masters, mais aussi aux ingénieurs techniciens et assistants ingénieurs, s'ils prennent en compte l'impact environnemental dans le choix des projets de recherche sur lesquels ils vont travailler, là on peut voir que malgré tout, presque 50% des personnes interrogées, en fait, considèrent l'impact environnemental de leur projet de recherche. Voilà, donc c'était quelque chose d'intéressant à souligner aussi. Alors maintenant, par rapport aux contraintes qui limitent l'action dans ce changement de pratique, alors on n'a pas exactement les mêmes réponses, donc ça c'est les réponses plutôt libres. On n'a pas exactement les mêmes réponses en fonction des postes. Alors ce qui revient beaucoup, plus pour les chercheurs établis, les chefs d'équipe, c'est le manque de temps. Après, pour plutôt les doctorants, c'est le manque de reconnaissance, en fait. Ne se sentent pas entendus ou ne se sentent pas légitimes, ou ont peur aussi d'entrer en conflit avec leurs chefs qui ne peuvent pas du tout avoir, enfin qui peuvent ne pas avoir les mêmes visions. Voilà, et les ITA également, les quelques réponses ITA, c'était pareil, ne se sentent pas vraiment entendus. On a essayé un petit peu de quantifier avec les questions à choix.
en regardant déjà, premièrement, est-ce que les gens avaient l'impression de ne pas avoir leur mot à dire dans les décisions qui sont prises pour développer un petit peu de nouvelles pratiques. Et donc pareil, comme précédemment, on a essayé de séparer en fonction des types en fonction des statuts. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est plus les jeunes chercheurs, donc les jeunes PI, jeunes chercheurs, PI chercheurs, et un petit peu les ITA, qui ont l'impression de ne pas avoir leur mot à dire. Alors que les postdocs et étudiants sont à 50-50. Et donc, la manière qu'on a un petit peu de l'expliquer, avec le deuxième diagramme, c'est que, sur la compétitivité, c'est que finalement, en fait, il y a plus de 75% des répondants qui trouvent que la compétitivité est vraiment un frein en fait, pour introduire ces nouvelles pratiques. Donc, peut-être pour ça aussi que voilà, les étudiants, les non-permanents en général, en fait, n'osent pas du tout essayer de mettre en place de nouvelles choses. Et aussi se sentent pas forcément légitimes parce qu'ils sont là pour une durée déterminée et donc ne vont pas rester là très longtemps. Du coup, pour conclure un petit peu sur cette étude, donc quand même les gens qui ont répondu sont des gens qui sont quand même très engagés, enfin assez à très engagés et qui ont fait beaucoup, en tout cas qui ont essayé de changer, d'adapter leur comportement dans leur vie personnelle à la hauteur de ce qu'ils pouvaient. Forcément, il y a des chercheurs qui peuvent se permettre beaucoup plus de choses que des gens qui ont moins de budget, enfin que des étudiants en fait qui sont précaires et ont moins de budget, etc. 80% des gens sont quand même très motivés par les actions des autres, donc dans le contexte du changement climatique, de l'adaptation des pratiques. La plupart des gens qui veulent répondre ont envie d'adapter leurs pratiques, mais il y a quand même des freins, comme la compétitivité, le manque aussi de support de la hiérarchie et le manque de directives qui viennent des institutions, et l'aspect productiviste de la recherche. Enfin, on rappelle quand même que Labo 1.5 manque quand même de visibilité, avec 40% des répondants qui ne le connaissaient pas. Et enfin, ce qui apparaît beaucoup dans les réponses plutôt libres, c'est qu'il y a pas mal de répondants. Donc là, c'est plutôt des gens établis, des chercheurs, qui ont trouvé des manières d'adapter un petit peu leurs pratiques, en particulier dans leur labo, qui ont essayé, qui ont pris des initiatives, et ça a l'air de marcher. Et au contraire, d'autres personnes, donc là plus des étudiants qui aimeraient bien, mais qui sont assez isolés en fait dans cette volonté. Et donc, en fait, ce qui ressort, c'est quand même un espace de communication qui est manquant. Voilà. Donc, la volonté est là maintenant. Comment transformer tout ça en action? C'est un petit peu le but essayer aujourd'hui par nos discussions. Donc, pour terminer un petit peu cette présentation, on avait envie aussi de mentionner justement l'avis du COMET, qui est du coup le comité d'éthique du CNRS, qui a sorti une note, un avis il n'y a pas si longtemps justement sur cette question de recherche et d'environnement. Donc, ce qui ressort de leur avis, c'est qu'en fait, il faut se mettre à considérer l'impact environnemental de la recherche comme faisant partie en fait de l'éthique des chercheurs, de l'éthique de la recherche, de la même manière que la dignité humaine ou l'expérimentation animale fait aussi partie de l'éthique de la recherche. Et ce qu'il préconise aussi, c'est que du coup la communauté de la recherche doit considérer en fait des moyens de évidemment limiter leur empreinte environnementale, disons au jour le jour, donc c'est-à-dire dans leur pratique de recherche journalière, donc comme acheter moins ou mieux, optimiser leur pratique du digital, limiter les voyages, les missions,
ou augmenter la performance énergétique des bâtiments, mais que la recherche, la communauté de la recherche, pardon, doit aussi se poser la question, en fait, disons des développements futurs. Dans quels moyens, enfin, voilà, quels moyens est-ce qu'il faut mettre? Est-ce que ça vaut forcément le coup de développer de nouveaux équipements qui vont être coûteux, comme les accélérateurs de la particule, les superordinateurs, etc. Et est-ce que certaines thématiques de recherche doivent être poursuivies? Et donc ça, c'est, je pense, effectivement des débats qui sont intéressants d'avoir, qui ne sont pas du tout tranchés, bien évidemment. Voilà. Et donc avec ceci, on aimerait déjà vous remercier pour votre attention, remercier aussi toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, qui ont diffusé ce questionnaire. Et voilà. Merci.